pour cette session, il n'y aura pas de slide. J'ai fait le pari de faire une session, 100 démo, en mode pas à pas, pour vous montrer comment connecter Power Apps avec du SQL. Donc ça sera une session plutôt level 100, donc vraiment pour débutants. Alors pourquoi pour débutants? Pour 2 principales raisons. La première, c'est que Power Apps, c'est une techno qui est encore, assez récente, donc on est encore en phase d'évangélisation et d'apprentissage. Mais surtout, on va s'intéresser à un public un peu nouveau, qui est ce qu'on appelle les citizen développeurs. Donc ce sont pas des développeurs comme on l'entend aujourd'hui, mais plutôt dans les directions métiers, des gens qui ont une sensibilité technique, qui ont un peu de background, technique développeur et qui vont se mettre à créer ces applications Power Apps. Et très souvent, quand on voit des démos sur Power Apps, on voit des démos, où la base est connectée à une fiche Excel, pour montrer un exemple. Mais dans l'entreprise, si on veut vraiment créer des applications apps qui soient vraiment utiles, qui soient vraiment à un niveau, de qualité, très souvent, on va se poser la question de la connexion à la base de données du SI d'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai voulu me faire une démo, basée sur du SQL, et notamment du SQL Database, pour montrer comment Power Apps est capable de se connecter à ce type de base de données. Alors pourquoi SQL? Alors, premièrement, parce que le relationnel n'est pas mort dans l'entreprise. On voit trop souvent des démos avec du NoSQL et pourtant dans certains cas, le SQL est toujours utile, est toujours d'actualité. Les bases de données sont souvent existantes dans l'entreprise, donc on va pas à chaque fois réinventer une source de données, on va se connecter à ce qui existe. SQL apporte aussi, la possibilité d'être multi-user, ce qui est plus compliqué avec du SQL. Donc si votre application a un vrai succès d'entreprise et qu'il y a 50, 100 utilisateurs, le SQL sera, plus performant et sera quand même plus professionnel que se baser sur un fichier Excel et sera en tout cas plus sécure. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Donc je vais commencer par vous montrer ce qu'est une base, SQL Database dans Azure. On va, construire un modèle de données assez simple pour illustrer notre propos. Ensuite, je vais vous montrer comment à partir de cette base de données, je vais auto-créer mon application Power Apps, puisqu'on est capable de l'auto-créer. Ça, c'est plutôt intéressant comme principe. Ensuite, on va la personnaliser, parce qu'on verra, c'est autogénéré, donc il faut un peu retravailler. On va parler notamment de jointure au niveau des tables, SQL, donc comment faire manipuler ces jointures au sein de Power Apps. Et si on a un peu de temps à la fin, je vous montrerai, comment on peut se connecter aussi à un serveur SQL qui serait on-prem et pas forcément, dans Azure. Donc pour commencer, rien de plus simple, on va aller dans Azure et on va se créer la base de données SQL Database. Donc je pars du principe que vous avez déjà vu Azure. Donc je vais créer une base SQL Database, donc je clique sur SQL Database, je fais Add. Alors j'aime beaucoup la notion de SQL Database parce que même si c'est pas du low-code, du SQL, hein, on va être clair là-dessus, mais le fait d'avoir un serveur SQL managé par Microsoft fait qu'en fait la création d'une base de données ou d'un serveur SQL, c'est hyper facile, grâce à Azure. Ça se fait en quelques clics. Donc là, pour créer une base de données, j'ai quelques éléments renseignés, donc ma souscription Azure, le resource group, là où je vais la déployer. Je vais donner un nom à ma base de données, et je vais l'appeler, project VACD. Le serveur, bah, non, par exemple, j'ai déjà un serveur, mais on va prendre l'exemple où je vais créer un nouveau serveur SQL. Donc, je vais donner le nom du serveur SQL, VACD serveur démo. Il faut que ce nom soit unique. Voilà. Le login de l'administrateur de la base de données. Bien évidemment, le VSA est complètement interdit. Pour des raisons de sécurité, vous comprendrez, y compris les mots comme admin, administrateur, etc. Donc, je vais mettre mon login favori. Voilà. Le mot de passe, très bien. Je vais le confirmer. Et point important, la location, dans quel data center, dans quelle région Azure je vais le déployer. Je vais prendre West Europe. Et ensuite, je fais OK. Donc là, il y a tous les paramètres pour créer mon serveur. Je ne vais pas entrer dans le détail de tous les paramètres. Là, il va demander la puissance du serveur SQL. Donc, je pars sur l'équivalent d'un 2V Core, 32 Go de stockage. Et ça sera suffisant pour mon exemple. Je fais Review et Create. Donc là, il va vérifier que tous mes paramètres sont bien renseignés, sont suffisants. Et je fais Create.
Donc là, il va commencer à provisionner ma base de données SQL dans Azure. Donc ça va assez vite. Ça va prendre 2-3 minutes. Si c'est trop long, je basculerai sur mon anti-sèche. Vous voyez, là, il est en train de créer d'abord le serveur SQL. Et vous verrez, hein, c'est quand même beaucoup plus rapide et mieux paramétré que si vous devez vous-même créer votre propre serveur SQL, que ce soit on-prem ou dans n'importe quelle machine virtuelle. Et surtout, vous n'avez pas du tout à gérer le serveur. Microsoft prend tout en charge, le serveur. Vous vous concentrez uniquement sur la base de données, ses index, et, et c'est tout. Ça simplifie fortement votre travail. Même la partie backup est autogérée par Azure. Selon différents plans, on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Bon, parfois c'est un peu long, mais généralement, voilà, 3-4 minutes, ça y est. Là, il a créé le serveur. Là, il va créer ma base de données qui est associée. Il a fait le plus dur. Alors, je vous montre aussi comment créer une base de données, parce que voilà, comme maintenant on va s'intéresser aussi donc aux citizen développeurs, ils n'ont pas forcément l'habitude de créer des bases de données. Donc comme ça, ils verront étape par étape comment, grâce à Azure, on peut créer cette base de données rapidement. Bon, le côté rapide, si on veut. Je vais revenir sur mon anti-sèche pour ne pas perdre trop de temps. Donc j'ai créé au préalable une base de données. Voilà, qui est ici. Ce qui est intéressant de récupérer ici, c'est le nom du serveur. Ça va me servir pour me connecter à la base. Je fais un petit zoom pour que vous voyez bien le nom du serveur. Voilà, donc ça se présente comme cela. Voilà, en plus j'ai même fait une faute de frappe. Donc vacdproject.database.windows.net. Ça, c'est le nom du serveur. Donc je vais le copier. Ensuite, je vais retourner dans un outil assez classique pour un développeur sur du SQL, SQL Management Studio, que vous devez sûrement tous connaître. Je vais me connecter à ma base. Donc je fais connecter moteur base de données. Et vous voyez, je me connecte comme si sur une base SQL Server classique, sauf que c'est du SQL Database. Donc ici, j'ai le nom de mon serveur, mon login, mon password. Je fais connexion. Voilà. Et ici, je suis connecté à mon serveur base de données, qui est dans le cloud. Et pourtant, je suis bien là sur mon PC. Donc dedans, pour la démonstration d'aujourd'hui, j'ai créé une petite base relativement simple, la base project, qui va contenir donc des données autour de projets. Donc j'ai 2 principales tables. Donc j'ai fait un petit diagramme de base de données pour bien vous montrer. C'est important pour la suite, pour bien comprendre l'application qu'on va développer. Donc j'ai développé voilà, une table project tout à fait classique, avec un ID qui est sa clé primaire. Alors la clé primaire est hyper importante pour du Power Apps, parce que si vous faites des tables sans clé primaire, d'abord c'est pas une bonne pratique en termes de SQL, mais surtout Power Apps, il a besoin d'avoir une clé primaire pour se retrouver. Ensuite, j'ai mis quelques colonnes types, donc le nom du projet, une description, un owner, une catégorie de projet, une date de démarrage, un coût, est-ce que le projet est actif, pas actif. Projet catégorie qui est en fait la catégorie, donc le type de projet qui est relié avec une autre table, qui est la table des catégories de projet. Donc j'ai créé une jointure externe, une jointure entre ces deux tables, où la valeur du projet catégorie, c'est équivalent à l'ID project type, ce qui va me permettre de montrer souvent dans Power Apps comment faire ces jointures entre deux tables au sein de mon application, qui est un code tout à fait classique quand on fait du SQL relationnel. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans mes tables. Vous verrez, il n'y a pas grand-chose, mais suffisamment pour faire ma démonstration. Project, j'exécute. Voilà, j'ai 4 lignes dedans, donc le project name, la description. Et vous voyez, projet catégorie, c'est des valeurs 2, 2 et 3. Et pour récupérer en fait à quoi ça correspond, il faut que j'aille dans l'autre table.
Project. Oui. Pas de S. Voilà. Et là, je trouve l'équivalent. Donc, en fait, pour chaque ID de projet, j'ai le nom en langage plus facile, à quoi correspond cette catégorie. Donc, c'est des projets soit d'application, soit d'infrastructure, soit de data. Donc, maintenant, une fois qu'on a cette base qui est renseignée, donc pour la renseigner, hein, il y a différentes façons, soit vous rentrez à la main, soit vous pouvez importer des données d'un fichier Excel. Donc, on peut très bien imaginer que vous ayez, en tant que système développeur, une quantité de données à renseigner, vous les remplissez sous Excel, on les exporte en fichier CSV, et grâce à SQL Management Studio, on est capable d'importer voilà, d'importer des données à partir d'un fichier plat. Donc, source de données, vous mettez votre fichier plat. Je vais rechercher mon fichier que j'ai sauvegardé. C'est un CSV. Voilà. Après, ce qui est important, c'est de bien spécifier. Donc là, il vous donne un aperçu, hein, qui va bien reconstituer les colonnes. Et après, avant d'importer, voilà, il faut bien définir les types de colonnes. Est-ce que c'est du string? Là, non. Là, en fait, normalement, c'est plutôt, comme c'est ma clé, c'est un entier non signé. Le project name, je viens de 50. Description, 50, c'est un peu court, je vais mettre 100. La date, la start date, c'est pas une chaîne de caractères, ça sera plutôt une date, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, il va vous demander dans quelle base vous voulez l'importer. On va prendre, vous voyez, un provider SQL Server classique, même si je suis sur du SQL Database. L'authentification, le mot de passe qui va bien, texte. Voilà, il me demande dans quelle table je vais créer une nouvelle table. Je fais next, et finish. Voilà, et là, exécute, et si tout va bien, voilà, il n'a pas importé parce qu'il y a une erreur, j'ai du mal à définir. Et bien oui, c'est normal, puisque le fichier Excel est déjà ouvert. Voilà. Il faut peut-être fermer le fichier Excel avant. Voilà, donc vous voyez, c'est hyper simple à importer et à alimenter en tout cas une base de test, une base de jeu de données. Donc, maintenant que la partie SQL est faite, on va s'intéresser sur la partie Power Apps en tant que telle. Donc, pour aller sur Power Apps, vous tapez powerapps.microsoft.com. Ensuite, vous vous connectez avec votre compte d'entreprise. Moi, je suis déjà connecté, donc ça va être plus rapide. Donc voilà, donc là, vous arrivez sur la page d'accueil de Power Apps qui vous permet en fait de créer votre application en partant d'une application vierge, d'applications qui ont déjà été créées en tant qu'exemple. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de créer l'application à partir de ma base de données. Je veux qu'il m'auto-génère mon application pour aller plus vite et pas partir d'une application tout à fait vierge. Donc pour cela, je vais dans la partie connexion. Power Apps vient avec toute une série de connecteurs prêts à l'emploi. Donc là, je vais faire une nouvelle connexion. Vous voyez ici à gauche, on retrouve tous les connecteurs disponibles dans Power Apps. Il y en a de plus en plus, il y en a pas mal. Vous allez forcément retrouver votre bonheur. Ça peut être du OneDrive, ça peut être du PostgreSQL, ça peut être des applications en mode SaaS, type Dynamics, Dropbox, ça peut être du DB2, donc des vraies applications, des vrais serveurs d'entreprise. Dans mon exemple, je prends SQL Server. Alors, vous voyez ici, il y a un petit logo qui apparaît, un petit diamant. Ça veut dire que ce sont des connecteurs dits premium. Alors, ça veut dire quoi premium? Ça veut dire qu'il vous faut une licence premium Power Apps pour les utiliser. Ici, je reprécise, je fais une connexion SQL Server. J'indique que ma base de données est dans un service cloud, donc Azure. On verra après, on peut aussi se connecter à une base de données locale. Le nom du serveur, je retrouve le nom du serveur qui a été créé par Azure, le nom de la base de données, et je fais créer.
Donc là, il va me créer une connexion à ma base de données. Voilà. Donc là, il va me rechercher l'ensemble des tables qu'il a vues dans la base. Donc on retrouve bien mes 2 tables, Project, Project Category. Je sélectionne ma table principale et ensuite je fais se connecter. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il va m'auto-créer, m'auto-remplir une application Power Apps. Donc ça va prendre quelques secondes. Donc il va me créer en fait une application avec 3 écrans. Un écran qui me parcourt, voilà, ici l'ensemble de mes éléments de ma table, donc mes projets. J'ai ensuite un autre écran de détail qui me donne le détail d'un projet et un écran qui me permet d'éditer, cette donnée. Donc ça me crée à la fois donc la possibilité de consulter, mais également tout ce qui est CRUD qui est fourni, avec ma table. Donc c'est, le gros avantage, c'est que c'est très rapide, ça gère le CRUD nativement. L'inconvénient, c'est que j'ai un template de téléphone, obligatoirement. Ils ont pas fait la version, mode tablette ou mode web. Donc voilà, donc il me crée donc cette application avec 3 écrans. Donc forcément, par quoi je commence? Ben, je vais un peu repersonnaliser ce qu'il a fait, parce qu'il a autogénéré, donc c'est peut-être pas exactement ce dont j'ai envie. Première chose à faire tout de suite quand vous commencez une application Power Apps, c'est renommer les écrans, puisque forcément les écrans, si vous avez 15-20 écrans, ils vont tous s'appeler, screen 1, screen 2, screen 10, screen 20. C'est compliqué à s'y retrouver. Donc la bonne pratique, c'est de les renommer avec une convention de nommage. Donc ce que j'utilise moi le plus souvent, hein, pour un screen, c'est SCR pour le screen. Et ensuite, j'indique à quoi sert l'écran. Donc c'est l'écran qui parcourt les projets. Un petit zoom pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Vous verrez sans doute un peu mieux. Donc là, il a parcouru, voilà, j'ai changé, renommé mon écran. Je vais aussi renommer, la galerie. Donc la galerie, c'est en fait les éléments de la donnée qu'il a récupérés de manière répétable. Là, pareil, je vais renommer ça. Donc galerie, je mets GAL, Cross Project. Et là, ce sera plus simple dans le code pour s'y retrouver. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand je change ici le nom de cet objet, il va changer dans toute l'application. Donc j'ai pas à me poser la question où est-ce que j'utilise pas. Il va faire ça de manière automatique et c'est assez pratique, je dois l'avouer. Donc vous voyez, donc ici j'ai ce qu'on appelle une galerie, donc des éléments répétables. Donc si je clique sur le petit symbole et que je le bouge, vous verrez qu'il va bouger partout, sur les lignes. Voilà. Ça, c'est fait de manière automatique, c'est natif. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder un peu ce qu'il m'a mis par défaut. Donc vous voyez ici, il m'a mis la description de ma table. C'est pas vraiment ce que je veux en titre. Je vais plutôt prendre un autre élément. Donc vous verrez aussi, c'est hyper intéressant, c'est l'IntelliSense Sense qui est très efficace. Et automatiquement, il me retrouve les éléments de ma table. Donc je vais mettre le nom du projet, project name, et vous voyez en live, il me prévisualise mes éléments. Ici, c'est le owner. Alors je vais aussi le personnaliser, parce que je vais quand même indiquer à l'utilisateur ce que c'est exactement, cet email. Donc je vais venir ici dans cette zone de programmation. Alors on dit low code, je préfère dire low code que no code, parce qu'en fait, c'est la programmation par formule, en fait, comme vous avez sous l'Excel ou autre. Un feuille un peu plus avancé, mais donc ici, je vais dire que c'est le owner de l'application. Je vais faire une concaténation de 2 chaînes, après, et vous voyez, automatiquement, il m'a remplacé, il m'a mis à jour le texte. Là, vous voyez aussi que j'ai 3 éléments qui s'affichent. Moi, en fait, aujourd'hui, il n'y en a que 2 qui m'intéressent. Le project name, le owner. Pour ça, on peut aussi personnaliser la disposition. Donc, Power Apps vient avec différents types de positions. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est juste avoir, vous voyez, le titre seul, titre, sous-titre et corps. Moi, ce qui m'intéresse, juste titre et sous-titre. Voilà. Il met à jour. Et voilà, je n'ai plus que les 2 éléments qui m'intéressent. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais aller voir un peu l'autre écran qui est derrière. Alors, une subtilité quand vous êtes en fait dans le mode édition de votre application. Donc, on peut exécuter l'application en cliquant sur ce bouton. Donc là, il va me l'exécuter.
comme si elle tournait. Mais je peux aussi, quand je suis en édition, la petite astuce, c'est appuyer sur la touche Alt de votre clavier et en fait, il fait comme si vous étiez en mode exécution. Ça permet plus facilement de parcourir les différents écrans de votre application. Alors, vous voyez ici, voilà, donc ici, il m'a remis automatiquement, donc il a pris, je pense que dans un certain ordre, l'ordre qui est le sien, je pense que c'est l'ordre alphabétique. Il m'a classé mes différents champs, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc je vais venir ici dans la propriété champs modifiés et je vais pouvoir les réorganiser comme ça m'arrange. Donc le coût du projet, je vais mettre à la fin, le project name au début, sa description, son honneur, la catégorie, le coût, la date, voilà. Là, ça me plaît bien. J'ai réorganisé très facilement les champs. Et vous voyez, c'est mis de manière automatique. Là, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder un peu la partie project category. Donc, si je vais dans l'écran, alors par contre, ouais, vous voyez dans l'application qui autogénère, on a 2 écrans, un pour le détail, un pour l'édition, un pour la mise à jour. Parfois, on peut faire avec un seul écran. Ça a des avantages, inconvénients. L'inconvénient d'avoir 2 écrans, c'est que quand je fais une modif d'un côté, bah, il faut la faire de l'autre. Donc, je vais revenir ici aussi, je vais refaire la disposition. En plus, alors l'avantage, je ne suis pas obligé de faire forcément la même. On peut avoir une disposition différente entre l'affichage et la modification. Je vais remettre le honneur, la catégorie au-dessus, voilà, enfin un peu différent. Voilà, donc il m'a refait l'édition. Et là, vous voyez que projet catégorie, c'est une valeur 2. Moi, en tant qu'utilisateur final, je ne connais pas la catégorie par cœur. Très souvent, je ne connais même pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cet élément en une liste déroulante. Donc, pour cela, je viens ici et dans le détail, c'est juste un cran au-dessus. Juste, faut que je retrouve juste la propriété. Voilà. Oui, d'abord, oui. Donc, vous voyez ici, il y a un petit cadenas, c'est que par défaut, cette propriété est verrouillée. Donc, je clique pour la déverrouiller, pour changer cette propriété. Voilà. Et bien entendu, je ne retrouve pas l'endroit où c'est... Ah, c'est pas l'effet démo, c'est... Ça, c'est moi qui ne retrouve pas. Zut. Si je reviens ici... Ah bah mince alors. Bon, là, c'est pas l'effet démo, mais c'est moi qui ne retrouve plus. C'est pas dans l'affichage. Mince. Bon. Pourtant l'interface n'a pas changé par rapport à le début de semaine. Pourquoi je ne retrouve plus cette propriété? En fait, c'est une propriété qui me permet toujours de choisir la façon d'afficher et de ne pas mettre une simple liste déroulante, mais de ne pas mettre une simple zone de texte, mais une liste déroulante à la place. Voilà. Bon, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus, mais c'est un peu dommage. Bon, je suis vraiment désolé, j'arrive pas à retrouver la propriété. Pourtant, je l'ai déjà fait 40 fois.
Bon, c'est pas grave. Je vais revenir sur mon anti-sèche. Voilà, donc ici j'ai mon anti-sèche. Donc j'ai transformé cela en liste déroulante. Je ne vais pas vous montrer où c'est parce que j'arrive pas à le retrouver. Bon, bref. Voilà, donc ici j'ai récupéré donc la liste déroulante. Et donc par défaut, il vous met donc les. Il faut l'alimenter. Et pour alimenter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller piocher dans mon autre table projet catégorie l'ensemble des valeurs des catégories. Donc pour cela, je dois recréer une nouvelle chaîne de connexion. Donc dans le fichage source de données. Et je vais refaire comme tout à l'heure pour la table project, refaire la même chose avec la table projet catégorie. Donc ça, je l'ai fait juste avant. Donc ça, voilà, j'ai mes deux connexions, la table projet catégorie. Et ensuite, je vais lui dire de remplir la liste avec les éléments de la table projet catégorie. Pour cela, une propriété très simple s'appelle le show-colon, qui va me permettre en fait de récupérer les éléments de ma table projet catégorie. Je vais afficher la catégorie, mais je vais quand même remonter le projectile qui ne sera pas affiché, qui est en fait le lien entre la valeur et l'ID. Et automatiquement, il me remplit cette partie-là ici. Élément suivant, donc maintenant si par exemple, je suis en mode édition, donc j'appuie sur Alt, je modifie une valeur, je vais prendre Data. Donc là, si je clique ici, il va sauvegarder la valeur. Et là, il va même le sauvegarder en base directement. Donc si je reviens, je vais mettre en mode exécution, ce sera plus simple à voir. Vous verrez mieux l'écran. Donc je reviens. Hop, je vais redémarrer de l'écran principal. Voilà la liste, je l'exécute. Je clique sur cet élément ici. Vous voyez projet catégorie data. Je vais. Vous voyez, quand j'arrive dessus, il me remet par défaut application. Il ne me remet pas forcément là la valeur par défaut. Par contre, si je change la valeur, que je mets infrastructure, que je sauvegarde, vous allez voir que dans l'écran précédent, il doit changer la valeur. Donc, comment on fait ça? C'est relativement simple. Il y a aussi une notion d'événement dans Power Apps qui est intéressante. Quand je vais sur l'écran, par exemple, détail, édition, j'y retourne, voilà. Quand vous arrivez ici sur la partie, sur cette carte, il y a la notion ici qu'on appelle default. En fait, c'est la valeur par défaut. Quand l'écran s'affiche, quelle est la valeur par défaut que j'affiche? Et donc là, il faut faire une autre fonction qui est fournie, qui s'appelle lookup. Lookup qui va aller donc, pareil, qui va aller récupérer dans ma table projet catégorie. Je vais faire une recherche de l'ID de ma catégorie avec l'élément de mon enregistrement en cours. Donc l'élément, je pense en ID, et j'affiche quoi? Je vais afficher la catégorie. Ce qui me permet en fait de faire le lien entre les deux. Donc quand je reviens sur la page, il me remet automatiquement la valeur correspondante, et pas juste le premier élément de liste déroulante. Point suivant, quand je suis sur l'écran de détail, vous voyez ici, j'ai modifié, parce que par défaut, il vous met DB au project, le nom de la table. Donc là aussi, j'ai changé l'élément, j'ai récupéré, et vous voyez à chaque fois, il y a let in sense. Hein. Je vais juste afficher dans le titre, à partir de ma galerie, je vais prendre l'élément sélectionné, donc l'enregistrement qui est en cours, et je vais afficher, par exemple, le nom du projet. Et hop, le nom du projet apparaît directement dans le titre. Donc vous voyez, on peut très facilement manipuler les données au sein de Power Apps. C'est relativement simple. Il y a juste quelques fonctions à bien connaître. Le show-colon, le lookup, qui vous permettent de faciliter ces modifications. Si je reviens sur l'écran édition, il y a aussi un point qui est intéressant ici. Vous voyez, par défaut, il met Edit. Pareil, je vais aller plus loin. Donc, je vais faire comme l'autre côté. Je vais changer le nom. Donc, je vais prendre dans ma galerie l'élément qui est sélectionné.
et je vais prendre le project name, comme tout à l'heure. Et comme je suis en mode édition, je vais changer de texte au début, je vais mettre edit, et voilà, comme ça je dis à l'utilisateur, je suis en page édition et je modifie le projet migration Azure. On va relancer l'application pour bien vous montrer ça en détail. Donc vous voyez, je n'ai pas changé la page principale, donc vous voyez par défaut il me laisse debug project. Mais si je vais ici sur l'enregistrement, il met bien le nom du projet, et si je suis en mode édition, voilà, il met bien edit, le nom du projet. Si je vais en édition, que je reviens, voilà, si je veux créer maintenant un nouveau projet, donc j'ai le plus, donc dans le CRUD, il y a la partie en création, et vous voyez, quand je clique dessus, il me met automatiquement le dernier titre qu'il avait en mémoire. Et ça, c'est pas ce que je veux en termes d'expérience utilisateur. Je vais pouvoir prévenir l'utilisateur qu'il est en mode ajout de projet et pas en mode édition. Donc pour cela, c'est facile aussi à modifier dans l'application. Donc je reviens sur l'écran édition et plutôt que mettre edit, je vais mettre une condition. Alors comment je fais qu'il y a une condition possible? C'est qu'en fait, dans Power Apps, il y a une fonction supplémentaire qui permet de dire en quel mode je suis. Est-ce que je suis en mode édition ou pas? Donc le test, il est relativement simple. Donc je vais faire un si, tout à fait classique. Si mon si mon formulaire, si son mode, voilà, s'il est égal à form mode edit, donc si je suis en mode édition, alors je vais afficher edit comme tout à l'heure le nom du projet, sinon je vais afficher add project pour indiquer que je suis en mode création de projet. Tout est fait, je vais relancer mon application. Voilà, et donc quand je clique sur plus, vous voyez, il met bien add project. Si je reviens en mode édition, il me revient le mode edit. Ça, c'est une propriété qui est intéressante, ça vraiment dans l'écran dans quel mode il se situe. Il y a plein de propriétés comme ça à découvrir, hein, vous verrez, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'aime pas parler de no-code avec Power Apps, mais vraiment de low-code, parce qu'il y a plein d'astuces qui permettent en fait d'enrichir l'expérience utilisateur. Donc voilà comment on fait pour se connecter à une base de données. Donc, vous créez votre base de données, vous mettez des jeux de données, et ensuite vous demandez à Power Apps de vous auto-générer votre application. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez partir d'une page blanche, hein, et ensuite refaire toutes les démarches, mais c'est dommage puisque voilà, cette auto-création est intéressante puisqu'elle vous fait vraiment gagner du temps. Ensuite, vous n'avez plus qu'à personnaliser, donc la mise en page, les jointures avec d'autres tables pour ne pas avoir l'ID, mais avoir le nom qui correspond, afin de faciliter l'expérience utilisateur. On va essayer maintenant de faire un autre test qui est, parce que là, je suis parti d'une base SQL Azure, mais on peut très bien avoir des entreprises qui ont des bases on-prem, donc des bases SQL, mais qui sont dans le SI d'entreprise. Donc pour ce faire, comment ça fonctionne avec Power Apps? Avec Power Apps, il y a une notion qui s'appelle une gateway. Alors c'est quoi la gateway? C'est en fait, ça s'installe on-prem et ça va créer un channel entre le serveur où vous installez la gateway et Power Apps. Puis évidemment via Azure. Donc là, ça va créer un channel entre les deux. Donc c'est hyper simple à installer. C'est un outil que vous devez installer on-prem sur votre serveur. Et une fois que c'est installé, il crée ce channel automatiquement. Et vous n'avez pas besoin de modifier les firewalls. C'est qu'une connexion sortante. Il n'y a aucune connexion entrante vers votre SI. Donc c'est assez sécurisé. Donc je vais vous montrer comment on fait pour l'installer. Donc je me suis créé une machine virtuelle dans Azure pour en fait simuler mon SI on-prem. Donc voilà, j'ai ma machine Azure que j'ai créée avec un SQL préinstallé. Je vais me connecter dessus. Hop, je récupère le RDP pour me connecter. Et je me connecte sur ma machine virtuelle. Bon voilà, ça c'est une machine virtuelle faite pour simuler
je suis on-prem et que j'ai un vrai SQL Server, tout à fait classique. Donc pour cela, il faut récupérer sur internet la gateway install. On peut la récupérer, à partir de Power Apps directement, ou sinon vous recherchez sur internet, vous allez la trouver, heu, voilà, dans données, vous avez ici passerelle, donc c'est gateway en anglais, hein. Là, mon Power Apps, il est en français, mais en anglais, ça marche aussi. Voilà, et là, c'est une sorte de passerelle. C'est là où je vais, donc demander une nouvelle passerelle, et pour cela, il m'envoie un lien de téléchargement pour télécharger cette gateway et l'installer sur votre serveur on-prem. Donc moi, j'ai anticipé, j'ai déjà préinstallé, j'ai plus qu'à l'exécuter. Donc il y a quelques éléments à renseigner qui sont assez simples, donc j'accepte les conditions. Là, c'est là où il va installer la gateway. Il me demande d'être sûr d'avoir la dernière version de notre version. Ma version suffit. Donc là, il va installer le logiciel. En fait, c'est un service Windows qui est installé sur la machine, qui va faire la connexion entre les 2. Ce qui va me permettre, à partir de Power Apps, d'avoir un accès directement aux serveurs, notamment SQL, qui sont sur cette machine et qui ne sont pas exposés sur internet. Voilà, c'est assez rapide à installer. Après, il reste 2-3 paramètres à renseigner. Alors cette gateway, on la retrouve aussi sur des solutions comme Power BI. Ce sont le même type de gateway d'ailleurs. Donc une fois que le gateway est installé, il ne me reste plus qu'à renseigner notamment, de me connecter avec mon compte. Et vous verrez, la configuration est assez facile et assez bluffante. Alors c'est génial parce qu'on va être capable donc de se connecter à distance sur les serveurs on-prem, sans modifier la politique de firewall de l'entreprise. Donc là, c'est mon compte pour me connecter. Il m'a mis le clavier en anglais, je vais changer tout en français. Voilà, infini. Infini.com. Il va se connecter. Donc ça, c'est la sécurité par défaut de la VM. On va chatter ça tout de suite. Voilà. Forcément, il y a une erreur. Hop, si on recommence, là, ça sera bon. Voilà, donc là, évidemment, il faut sur le même compte que le compte qui est connecté à votre Power Apps, bien évidemment, pour qu'il faire le lien entre les deux. Mon MFA, évidemment, se met en route, normal. Donc, il me faut mon téléphone portable à côté. Voilà, je récupère le code. Ça, c'est la politique d'entreprise qui se met en route. Voilà, donc ici, je vais enregistrer une nouvelle gateway sur cet ordinateur. Je donne un nom à cette gateway, donc VACD gateway. Ce qui est intéressant aussi, qu'on peut créer on appelle des clusters de gateway, enfin une ferme de gateway qui permet d'augmenter la disponibilité. Ici, il va me demander une clé que je renseigne. Voilà, qui permet de sécuriser la connexion entre les deux. Je fais configure. Et là, il va créer le channel entre les deux. Voilà. Il me dit bien que ça fonctionne là pour Power Apps, pour Automate, pour BI. Et on peut aussi rajouter Logic App en rajoutant une gateway supplémentaire. Ici, j'ai les différents paramètres de mon service. Vous voyez, c'est un service Windows que je peux redémarrer. Je peux changer le compte utilisateur. Ici, je peux changer la clé que j'ai renseignée si j'ai oublié la clé. Voilà, donc là, il a créé le channel entre les deux. Donc si je retourne sur Power Apps, qu'est-ce que je vais avoir de plus? Si je reviens ici dans la partie données, je vais revenir sur le bon écran.
Voilà, ici passerelle, vous voyez, ici, il a reçu ma passerelle. Je vais agrandir un peu plus. Ici, il a créé ma passerelle entre mon Power Apps et mon serveur on-prem. Donc maintenant, quand je vais faire une connexion SQL, je vais renseigner directement les éléments de la passerelle et j'ai un accès directement à mon serveur SQL on-prem. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Vous montrer donc comment, utiliser la puissance de Power Apps avec une vraie base de données relationnelle d'entreprise, qu'elle soit dans Azure ou qu'elle soit on-prem. Merci de votre attention. Est-ce que vous aurez des questions?